Marie Montpetit. Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc tu nous parles aujourd'hui d'anglicisation. Absolument. Ben, c'est pas juste moi qui en parle. Ça m'a été inspiré par la chronique de Joseph Facal, qui fait notamment référence au chercheur Frédéric Lacroix, qui parle de ces enjeux-là depuis plusieurs années tout de même. Et donc Frédéric Lacroix qui parlait déjà en 2018 de ce qu'il appelait la West Islandisation de Laval. Autrement dit... faut pas le dire. La West Islandisation de Laval. West Islandisation. Non, je suis pas capable de dire ça. C'est pas l'expression qui se prononce le mieux, mais tout ça pour dire qu'il y a une extension du West Island à Laval, et même on pourrait dire dans le coin de Longueuil. Mais en l'occurrence, à Laval, ce qu'on constate, c'est que c'est l'un des coins qui s'anglicise le plus rapidement au Québec, parce que, rappelons-nous que dans les années 2000, c'était clair que Laval était une ville franco parmi d'autres, qui avait une majorité très claire de francophones à Laval. C'était très clairement la banlieue montréalaise franco. Or, les statistiques nous montrent, notamment, il avait déjà montré lors du recensement 2016, mais ça se confirme également lors du recensement 2021, dont les chiffres nous ont été révélés il y a un an, que partout, les indicateurs sont au rouge. Par exemple, à Laval, il y aurait seulement 55% de langue maternelle français parmi les habitants. On sait que près du tiers de la population est immigrante. Donc, il y a eu une hausse de l'immigration. Et on sait que même si le groupe anglophone de Laval n'est pas très nombreux au départ, il a réussi à assimiler la moitié des nouveaux arrivants. Donc, c'est ce qui est nettement supérieur à son poids démographique à Laval. Donc, ce qu'on appelle les transferts linguistiques se font de manière vraiment supérieure en termes de proportion vers l'anglais. Les conséquences de cette réalité, c'est que de 2001 à 2021, quand on regarde les recensements canadiens, on est passé de 74% de langue maternelle français à 55%. Donc, une chute de presque 20 points en 20 ans. Donc, c'est 1% de moins chaque année. Et pour ce qui est de la langue parlée le plus souvent à la maison, on est passé toujours de 2001 à 2021 de 78% à 62%. Donc, moins 16% en 20 ans. Donc, si la tendance se maintient, on peut se dire que déjà d'ici 10 ans, d'ici même 15-20 ans, il y aurait juste une minorité de francophones sur l'île de Laval. Donc, l'avenir démographique de Laval est assez inquiétant, d'autant plus que, selon Frédéric Lacroix et Joseph Facal, Laval, c'est un peu le baromètre qui nous permettrait de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir du Québec. Parce que pendant longtemps... Attends, explique-moi ça. Laval, c'est notre baromètre pour le Québec linguistique, souvent, c'est ça? Non, mais attends, déjà, ouais. tu sais, c'est pas des chiffres qui sont... je vais dire surprenant en ce sens que les gens qui font tu sais, je veux dire, si tu décides d'immigrer, je vais ramasser mes mots, si tu décides d'immigrer à Montréal, ça coûte tellement cher, acheter une maison, ça coûte tellement cher te loger, puis ça reste que le premier, je sais pas, rempart, en tout cas la première banlieue attractive, en fait, semble être Laval, effectivement. Tu sais, moi, je le voyais beaucoup dans Annecy, où des gens cherchaient dans Annecy, puis là, ben, finalement, tu traverses le pont, tu es à Laval, puis c'est vrai que ta maison, elle coûte déjà pas mal moins cher. C'est des maisons qui sont plus grandes aussi si tu arrives avec une famille un petit peu plus nombreuse. Donc, je pense que c'est pour ça que l'immigration se déplace aussi davantage vers Laval. Là. En effet. Mais là, explique-moi ça, c'est notre baromètre national. En quoi c'est le baromètre? Ben, souvent, ce que nous dit Joseph Facal, c'est que il n'y a pas si longtemps encore, quand Laval votait bleu, ben, le gouvernement était bleu au Québec. Et quand Laval votait rouge, ben, le gouvernement était rouge. Donc, c'était le baromètre. C'est ça qu'on veut dire par là. Or, donc, un baromètre politique. Baromètre politique, ouais, mais ça peut être aussi un baromètre... qui a été longtemps relié politique égale linguistique. Okay, mais ça peut devenir aussi le baromètre démographique, parce que si Laval s'anglicise, ça envoie le signal de ce qui s'en vient pour le reste des autres villes du Québec. Parce que l'anglicisation, ça ne concerne pas seulement Montréal. On le voit maintenant, ça touche Laval, puis ça le concerne de manière grave. Là. C'est-à-dire que là, on est proche de voir des francophones être minoritaires sur l'île de Laval, tellement les choses se passent rapidement. Et moi, tu sais déjà, je veux dire, le chiffre que tu utilises, ça reste que c'est la langue maternelle parlée à la maison. 2 indicateurs différents, oui. Oui, ben, tu sais, ça reste que moi, le chiffre qui m'intéresse, c'est encore, on a déjà eu ce débat-là, c'est dans quelle langue tu travailles, dans quelle langue tu vis
en dehors de tes 4 murs de maison, parce qu'à partir du moment où on a fait le choix d'accueillir des immigrants au Québec qui viennent de pays qui sont pas nécessairement francophones, ben, je veux dire, on leur dit pas qu'ils peuvent pas parler leur langue maternelle à la maison, là. Mais c'est un point de vue qui se défend, même si je pense que la plupart des démographes sérieux disent qu'il faut quand même regarder la langue parlée à la maison, la langue maternelle. Parce qu'un peuple, c'est pas juste des gens qui travaillent, c'est aussi des gens qui vivent au quotidien. Non, je dis pas qu'il faut pas la regarder, je dis juste que c'est une variable. Tu sais, oui, la plus importante, en effet. Et ben, donc, je trouve pas. mais non seulement c'est la plus importante, mais en plus, ça finit par se refléter dans la langue du travail, la langue publique, parce que l'anglais a pris du gain. Notamment, on sait qu'il y a eu un gain de l'anglais comme langue parlée à la maison de 12% à 17% pour les mêmes années que j'ai citées tout à l'heure. Donc, en 20 ans, l'anglais a fait un gain de 5 points, ce qui est presque déjà la moitié qu'il y avait déjà en proportion en 2001. Donc, ça finit par se refléter naturellement au travail. On le voit, par exemple, si on va au Carrefour Laval, ça se passe pas mal en anglais. On a plein de témoignages là-dessus, puis même si on y va. Donc, naturellement, si les gens parlent souvent plus l'anglais à la maison ou une autre langue, puis ont tendance à s'assimiler à l'anglais, c'est juste naturel que ça va se refléter finalement au travail et dans le public. Puis, on parle de Laval, mais on peut aussi, je parlais justement d'autres, les banlieues comme le coin de Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, Greenfield Park. Ces coins-là s'anglicisent aussi quand même pas mal. Le sud-ouest de Montréal, le plateau Mont-Royal, différents quartiers. Et donc, s'il y a une anglicisation à ce qui a rapport à la langue maternelle, la langue parlée à la maison, ça finit évidemment par se refléter à la langue pour le travail. Il n'y a aucune raison du fait que tout à coup, il y aurait massivement des gens qui parlent anglais à la maison, puis tout à coup, ils parlent français au travail. Il finit toujours par avoir un lien qui se reflète. Donc, ce qu'on voit actuellement à Laval, c'est vraiment inquiétant pour la suite, parce que si Laval s'anglicise, ça va finir par déborder sur la Rive-Nord. C'est déjà un peu le cas. On a des témoignages, par exemple, David Santorossa en a déjà parlé, de professeurs dans des écoles secondaires sur la Rive-Nord qui entendent des élèves parler en anglais, alors qu'ils sont dans des écoles secondaires francophones de la Rive-Nord. Donc, ce qui se passe à Laval finit par déborder sur la Rive-Nord, qui peut finir par déborder encore plus loin. Et puis même, on sait qu'il y a une anglicisation à Gatineau, évidemment par la proximité avec Ottawa. Donc, on voit encore une fois que les problèmes d'une immigration mal contrôlée et qui n'est pas francisée, non pas parce que nous manquons de moyens, mais tout simplement parce que nous acceptons trop de gens trop rapidement. Bien, ça montre que là, on a des conséquences concrètes du fait que Laval est une ville de moins en moins québécoise, tout simplement. On se sent de moins en moins chez nous dans cette ville-là. Ouais, je trouve que, ben, écoute, tu sais, moi, je veux dire, j'en ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes des exemples concrets, là. C'est toute la différence entre la première génération et la deuxième génération aussi. Tu prends, par exemple, la génération d'Italiens qui ont immigré dans Saint-Léonard, qui ont immigré justement dans Annecy, dans Montréal-Nord, dans les années 50, mais la deuxième génération, qui parle en anglais, là, qui parle principalement en italien et qui parle un peu en anglais là, pour la plupart, mais leurs enfants ont été à l'école en français. Tu sais, je veux dire, donc, c'est pour ça que je dis la langue maternelle, puis tu sais, je pense qu'on se ralliera jamais sur ce débat-là. Je pense que quand tu fais le choix d'immigrer, c'est possible que tu continues. Moi, tu sais, ce qui est important, c'est ta deuxième génération, puis ta troisième génération, t'es néo-québécois, ceux qui sont nés au Québec. Est-ce que tu les francises? Je dis pas qu'il faut pas franciser la première génération non plus, mais je pense qu'il y a une réalité de parcours de vie qui, à un moment donné, dont il faut tenir compte. Hein. En effet, mais le problème, c'est qu'on ne prend pas les actions importantes pour que cette intégration se fasse. Parce que si on veut qu'il y ait une intégration pour les prochaines générations, il faudrait qu'il demeure une telle chose qu'une masse critique de francophones. Ouais. Or, nous perdons cette masse critique étant donné que nous acceptons beaucoup trop de gens. Donc, si un nouvel arrivant n'est pas entouré de Québécois, mais qu'il est entouré de gens de sa communauté, bien, il n'y aura pas d'intégration qui va se faire. Puis d'autant plus que tu parles de l'école en français, mais on sait que l'école primaire, secondaire en français n'est pas suffisante pour franciser vraiment le milieu de travail puis la vie publique. Parce que, par la suite, nous savons que le cégep et l'université ont pris beaucoup de place dans les dernières décennies, de telle sorte qu'il y a beaucoup d'immigrants et de Québécois qui viennent d'ici, qui vont par la suite au cégep en anglais et qui peuvent continuer à l'université en anglais et travailler en anglais par la suite. Donc, le cégep anglais a un effet anglicisant sur l'ensemble de la société québécoise. Et comme le gouvernement du Québec a refusé d'étendre la loi au cégep, eh bien, on continue de subir les contre-coups de cégep anglais qui sont vus comme très prestigieux et qui écrèment les meilleurs étudiants. Donc, encore une fois, on est pris dans une anglicisation du milieu de travail et de la vie en société, tout simplement. Parce qu'il y a des actions qui ne sont pas prises.
Permets-moi de t'amener sur un autre sujet, Philippe, celui de, c'est ça, des fouilles qui ont été faites dans un ancien pensionnat au Manitoba, là, où finalement, il n'y a aucune preuve de restes humains qui ont été trouvés. Oui, donc c'est le pensionnat de Pine Creek au Manitoba, comme tu le dis. Donc les fouilles qui ont été menées jusqu'à présent, proche de l'Église catholique, nous montrent qu'il n'y aurait pour le moment aucun signe, aucun reste humain trouvé. Donc, juste pour le moment, on ne sait pas très bien si ça aurait été juste ailleurs ou. Mais c'est pas ce que ça nous montre, ce cas-là, c'est que ça nous confirme notamment le cas de Kamloops, rappelons-nous. Il y a 2 ans, on nous parlait beaucoup de l'affaire du pensionnat de Kamloops, puis on nous a parlé comme si c'était quasiment la Shoah au Canada. Mais finalement, les recherches jusqu'à présent n'ont pas été très concluantes. Puis c'est Jean-François Lisée qui en avait déjà parlé il y a 1 an, parce que quand on avait parlé de l'affaire Kamloops il y a plus de 2 ans, donc les médias présentaient ça comme une fosse commune avec plus de 200 morts. Mais pour l'instant, les fouilles n'ont exhumé aucun corps, donc on n'a aucun ossement, rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a trouvé des perturbations dans le sol, mais les experts disent que les perturbations dans le sol qui sont trouvées par radar peuvent être causées par un peu n'importe quoi, que ce soit des mouvements de racines. Une perturbation étant la terre aurait été c'est ça. Comme bougée, ce qui est expliqué dans différents déplacée, articles, c'est que ça peut être un mouvement de racines, ça peut être par le temps des sédimentations, des obstructions, toutes sortes de cavités. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des corps. Puis là, justement, pour le moment, les recherches n'ont pas été concluantes. Donc, ça montre qu'il faut quand même avoir le sens de la prudence et des nuances quand on parle de ces enjeux-là. D'autant plus que, comme on ne cesse de le répéter, on veut la vérité. Vérité et réconciliation. Mm-hmm. Bon, mais si on veut la vérité, il ne faut pas non plus gonfler ce qui s'est passé. Il faut essayer de comprendre un peu puis faire des recherches vraiment fouillées. Parce que là, pour le moment, on a beaucoup de témoignages, mais il faudrait aussi des preuves concrètes. Parce que là, on nous dit souvent, par exemple, que ce qui se serait passé, ce serait tellement grave que ce serait quasiment un génocide. Mais pour le moment, on n'a pas d'ossements, on n'a pas de corps exhumés. Donc, il faut peut-être être prudent avec ces expressions-là. Parce que les personnes qui ont véritablement vécu des génocides avérés, ça peut être insultant pour ces personnes-là. Notamment qu'on dit des survivants d'un pensionnat. Mais un pensionnat, je comprends qu'il y a eu des abus. Il y a des gens qui ont vraiment vécu l'horreur pour vrai. Mais en même temps, il y a eu des pensionnats où c'était pas nécessairement non plus des abus. C'est-à-dire que moi, je suis pas en faveur de ça. D'aucune façon, je n'appuie les pensionnats. Mais on sait qu'il y a des personnes qui ont passé par les pensionnats et qui n'ont pas forcément eu la même expérience aussi horrifiante, qui ont dit que c'était une école, ça leur a appris des choses. Donc, il y en a qui ont eu une expérience beaucoup moins négative. Donc, il faut faire la part des choses puis savoir mettre les nuances là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut minimiser les témoignages qu'on a eu, mais il faut savoir quand même faut d'abord avoir les preuves, les recherches claires pour vraiment faire toute la lumière sur le sujet, je pense. Philippe Lorange, que de sagesse encore une fois, étudiant à la maîtrise. Merci beaucoup. Merci.